L'énergie est à un tournant et le nucléaire suscite pas mal de questions. Salut Baptiste. Bonjour Olivier. Alors 2026 commence sur les chapeaux de roue à beaucoup de niveaux, mais sur le plan énergétique, on est quand même à un moment charnière. Il y a eu une polémique la semaine passée, cette semaine-ci, concernant le démantèlement annoncé par Engie de la centrale de Tihange 1. Alors ça fait partie évidemment de ce plan qui vise à mettre fin à une partie du nucléaire en Belgique, mais c'est un symbole, c'est aussi un tournant incertain. Alors pour rappeler un peu les rétroactes, il y a 2 centrales nucléaires les plus récentes qui ont été prolongées pour 10 ans, celle de Tihange 3 et Doel 4. Tihange 1 par contre, considérée comme trop vieille, en tout cas dans l'accord tel qu'il a été conclu sous le précédent gouvernement d'Alexander De Croo, donc elle doit être démantelée. Élément important aussi, c'est que depuis lors, le gouvernement de Wever a abrogé la fameuse loi de 2003 qui sortait du nucléaire, et donc on est un peu au milieu du gué. Et c'est en ce sens-là sans doute que ce démantèlement annoncé de Tihange 1 fait polémique. Ben oui, c'est ça. Si on se rappelle, l'accord de gouvernement, en fait, tablait donc de Wever sur 4 gigawatts de sauvés, de sauvés, et de 4 supplémentaires. Alors parmi ces 4 de sauvés, oui effectivement il y a les 2 centrales des 2 réacteurs dont tu as parlé, Tihange 3 et Doel 4, mais il en fallait au moins 2 supplémentaires, et c'est là qu'on se tourne effectivement vers Tihange 1, vers Doel 1, qui sont sur papier les plus vieux réacteurs. Et donc le gouvernement pousse pour ça, mais on voit que dans les faits en fait, pas grand-chose ne change. Visiblement, on n'en parle même pas, d'après ce que dit le CEO d'Engie. Oui, on y reviendra, mais donc la procédure de démantèlement telle qu'elle a été organisée dès la loi de 2003, elle suit son cours. Donc là, il y a un permis qui vient d'être délivré pour démanteler Tihange 1. Alors bien sûr, c'est un démantèlement qui prend plusieurs années, et même au-delà. Donc tout n'est pas scellé, mais par contre, effectivement, cette procédure, comme je le disais, elle suit son cours, et voilà, on sait que, par exemple, Damien Ernst, on sait qu'il a la langue bien pendue, mais c'était quelque part un petit peu abstenu parce qu'il voulait voir venir ce qu'allait décider ce gouvernement. Il allait voir un petit peu de quoi il retournait, est-ce que l'accord de gouvernement allait se concrétiser. Et là, en apprenant que ce permis avait été délivré, il est un peu sorti de ses gonds, en se disant, maintenant, il est temps qu'on se bouge. Parce qu'au plus on attend, évidemment, au moins les chances des plus vieux réacteurs d'être prolongés sont grandes. Alors, c'est assez symbolique, mais en même temps très révélateur, c'est que l'ancienne ministre de l'Énergie, Marie-Christine Mariem, au sein de la majorité, a critiqué ouvertement l'actuel ministre de l'Énergie, donc Mathieu Billet. Si je reprends un de ses tweets concernant donc ce fameux réacteur de Tihange 1, déplorer n'est pas agir, déplorer comme le fait le ministre et le gouvernement Arizona, ce n'est pas agir. Nous ne pouvons admettre de perdre encore une unité de production supplémentaire qui est en fait en parfait état de fonctionnement, je la cite toujours, et peut produire largement encore pour 20 ans. Alors Damien Ernst, lui, il pousse le bouchon même un peu plus loin. Il dit clairement, cette centrale, elle est nickel. Je reprends ces mots. Évidemment, il y a des travaux de réaménagement sans doute à faire, mais lui dit clairement, cette centrale, elle peut repartir pour 80 ans. Et donc là, on voit bien qu'il y a une petite différence entre le discours du ministre, qu'on a déjà eu dans Tendance à plusieurs reprises dans le magazine, qui dit « Ok, non, Tihange 1, ce n'est pas mort, il y a des négociations qui se jouent en coulisses », et la réalité des faits, avec Engie, l'opérateur, et tu vas en parler, force est de constater que les lignes ne bougent pas vraiment pour ces plus vieux réacteurs. J'ai eu l'occasion d'assister aux vœux d'Engie cette semaine, et le CEO Vincent Verbeek, lui, il dit qu'il n'y a pas du tout de discussion avec le gouvernement actuel sur les prolongations, et il dit moi j'exécute loyalement l'accord qui a été décidé, c'est-à-dire un démantèlement des centrales, et il n'y déroge pas. Par ailleurs, il dit aussi que Engie n'investira plus dans le nucléaire. On en reparlera, mais ça fait partie aussi d'une stratégie qui ne facilite évidemment pas le contexte actuel. Cela étant dit, la messe n'est pas dite. Il y a eu un recours qui a été introduit par la ville de Huy contre le démantèlement de Tihange 1 et Tihange 2. C'est suspensif, donc potentiellement on gagne du temps pour éventuellement permettre
permettre de trouver une solution. Mais enfin, encore une fois, le CEO d'Engie, ce qu'il nous disait, c'est une dame respectable de 50 ans, mais elle est à l'arrêt. Il n'y a pas de combustible, pas de place sur le réseau. Il y a des travaux énormes nécessaires pour la remettre aux normes, contrairement à ce que Damien Ernst dit. Et selon donc Vincent Verbeek, un redémarrage est impensable. Et alors, tout est toujours question de volonté politique, bien sûr. Hein, mais lui, son discours, c'est de dire Tihange 1, c'est du passé, regardons vers le futur. Et en ce sens-là, il n'a peut-être pas tout à fait tort. Oui, après, j'avais assisté exactement à la même conférence de presse l'année dernière. Et il a réaffirmé ce qu'il avait déjà dit, hein, donc que la priorité de Engie était ailleurs. Sur le renouvelable, on en parlera. Mais il nous disait aussi que pardon, j'ai perdu le fil. Mais oui, c'est ça. On pensait qu'Engie en fait était pendant tout un temps dans une posture de négociation. Et voilà, même sous la Vivaldi, on pensait qu'ils jouaient le jeu dur pour avoir un accord qui leur sied, quoi. Par exemple, pour la prolongation de Tihange 3 et de Doel 4, on sait bien que l'accord a été globalement très positif pour Engie parce qu'ils étaient dans une position de force. Et le gouvernement devait les convaincre alors que pendant 20 ans précédemment, on leur disait qu'on sortait du nucléaire. Puis d'un coup, on a dû changer notre stratégie. Et là, évidemment, Engie était en position de force. Moi, mon sentiment, et c'est même plus qu'un sentiment, c'est que pour ce qui est des plus anciens réacteurs, je pense que la messe est dite. Bon, tu l'as cité, hein, il y a un recours introduit par la ville de Huy, mais c'est des procédures de redémarrage qui prennent des années et sans décision rapide. Au plus on attend, au plus ces réacteurs vont être durs à prolonger. Ça va sans doute forcer le gouvernement de Wever à agir, le cas échéant, s'il veut vraiment forcer la prolongation d'une centrale, le temps, parce qu'on sait que c'est le temps nécessaire à créer le mix énergétique du futur et éventuellement à construire du nouveau nucléaire. Et tu dis posture de négociation. Ce qui est sûr, c'est que Engie a une force qui est inhérente à son objet économique pour le moment, c'est qu'elle ne en demande de rien. Engie France, sa maison mère, a fait clairement un choix 100% renouvelable dans tous ses investissements, etc. Le nucléaire est devenu, quelque part, le nucléaire belge est devenu une exception pour Engie. C'est-à-dire, c'est historiquement, ils en ont bien profité, ça fait quand même le dire. Hein, ça a quand même rapporté pas mal d'argent dans les caisses d'Engie France. Et on peut même dire qu'ils se sont servis allègrement en dépiotant la Belgique et en vendant même parfois plusieurs fois les actifs. Hein, ça, c'est quand même historiquement, il faudra qu'on en parle. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour eux, ils ont tiré tout ce qu'ils pouvaient en tirer. Et la stratégie, ça Vincent Verbeek l'a répété cette semaine, mais comme tu l'as dit, il le dit depuis toujours et son prédécesseur le disait aussi, c'est que eux, ils misent sur le renouvelable, la flexibilité, le gaz décarboné, hein, parce qu'ils ont quand même investi dans des centrales à gaz, et les molécules. Voilà, c'est vraiment toute cette option-là. Leur objet maintenant, c'est l'éolien offshore, hein, qui a fait aussi pas mal de débats et qu'il faudra relancer. Qui reviendra, oui. Voilà, exactement. Donc c'est cette question-là. Et alors, important, c'est que vu que l'opérateur historique, acteur principal de l'énergie en Belgique, ils aiment le rappeler en permanence, n'est plus demandeur, la question c'est comment on fait. Et le gouvernement actuel doit trouver une formule, éventuellement pour remplacer cet opérateur historique sur le nucléaire. On sait qu'en coulisses, il y a eu des attouchements avec EDF, qui est la maison mère de Luminus. Ils sont un peu présents dans le nucléaire en Belgique, hein, par Luminus. Mais bon, pour le moment, il n'y a rien qui est décidé. Sur tout ce qui est SMR, petits réacteurs, etc., il y a eu des contacts via notamment le secteur et le forum nucléaire avec des Canadiens. Donc il y a des choses qui se trament en coulisses, mais sans doute qu'il serait temps de sortir du bois. Dernière chose, si Engie n'est plus dans la course, ils ont quand même précisé que Tractebel, c'est important parce que c'est un bureau d'ingénierie qui a joué un rôle important dans le nucléaire en Belgique et qui fait partie de la maison Engie, pourrait, cas échéant, contribuer à tout ça. Mais il est grand temps que ça bouge, n'est-ce pas ? Ben oui, c'est ça, mais
Donc si on reprend la ligne du temps, la Vivaldi a prolongé de 2 réacteurs, l'Arizona veut abroger, comme tu l'as dit, la loi de sortie du nucléaire. Mais c'est bien beau de dire ça, on a le problème des plus vieux réacteurs qu'on vient d'évoquer et ça va être très difficile selon moi. Et puis il y a le reste en fait, le chemin qui reste à tracer. Et donc oui, là tu parlais de tractation avec EDF, mais on n'en voit toujours pas ni le début d'un commencement de quelque chose de concret. Le ministre, en tout cas, ne communique pas publiquement là-dessus. Et ce qu'Engie disent, ils disent, écoutez, nous on veut plus de nucléaire, mais on a surtout besoin d'un chemin, de ce mix énergétique que veut la Belgique. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Quelle quantité de renouvelables elle veut avoir? Quelle quantité de nucléaire elle veut avoir aussi? Et ça, évidemment, c'est important parce que ce sont des investissements colossaux. Alors, ici, toi et moi, on ne dit pas du tout que c'est simple, que c'est un dossier facile à ficeler. Ça demande des milliards, mais ça demande surtout des dizaines d'années. Et donc, il faut une ligne claire maintenant et une décision le plus tôt possible sur ce nucléaire. L'ancien. Voilà. Où est-ce qu'on en est dans les négociations? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est plus possible? Et le nouveau, tu l'as évoqué, parce que c'est quelque chose sur lequel Engie donc peut travailler, enfin en tout cas avec Tractebel, c'est ce que tu disais, c'est ça. Et donc il reste à mettre ça en place et avoir vraiment une ligne claire, je pense, pour ça. Et oui, et à savoir la place du renouvelable dans tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que pour Engie, évidemment, il y a 2 choses. D'une part, ils ont bien joué le jeu en scellant un accord, notamment sur le démantèlement, la gestion des déchets, etc., avec le gouvernement de Croo. C'est bien joué parce que quelque part, ça leur donne une visibilité sur ce point-là. Pas pour rien que le CEO d'Engie reste campé en disant « nous, on exécute l'accord et on est loyaux, etc. » C'est vrai, donc ça clarifie de ce point de vue-là. Par contre, ça reste une épine dans le pied, c'est-à-dire que c'est pour l'anecdote, mais enfin lors des vœux donc à la presse, j'allais dire 80% des questions concernaient le nucléaire et Vincent Verbeek a dit à un moment ok les gars, mais vous savez que vous parlez de quelque chose qui ne représente que 5% de la consommation finale d'électricité en Europe. Bon, c'est une entourloupe parce que le sujet est quand même évidemment stratégiquement important, mais tout ça pour dire que alors qu'avant le nucléaire était pratiquement disparu du discours public, aujourd'hui c'est hypertrophié, quoi. C'est-à-dire qu'on ne parle que de ça, alors qu'on sait qu'évidemment, 1, il faudra tout, et 2, que la question du renouvelable est importante. Donc lui, son call to action pour 2026, c'est de dire il faut qu'on simplifie les réglementations pour l'éolien onshore, qu'on règle cette fameuse question de la princesse Elisabeth et de l'éolien offshore, qu'on trace une route pour les autres énergies vertes, par exemple l'hydrogène, c'est une question importante pour le moment, pour le moment qui est un peu en train de battre de l'aile. Donc tout ça, ça fait un peu désordre et ça montre surtout qu'on n'a pas de vue claire aujourd'hui sur ce qu'a sera le mix énergétique de demain. Je sais que le gouvernement s'est engagé pour la fin de la législature, mais enfin c'est quand même important, ça urge d'autant plus que le contexte géopolitique, je ne dois pas faire un dessin, est quand même vachement incertain. Oui, non, c'est ça. Et ce nœud, en fait, avec Engie, il doit être dénoué pour pouvoir... Oui, c'est ça, avoir une ligne du temps claire sur ce mix énergétique dont on parlait. Bon, après, un détail un petit peu amusant, là, ces derniers jours, on apprend que Tine van der Straten, l'ancienne ministre de l'énergie, écologiste, qui était une farouche opposante, elle ne se le cachait pas au nucléaire. Qui a quand même dû accepter la prolongation de 2 centrales du bout des lèvres. Oui, tout à fait, mais justement, donc elle a retrouvé un job dans un lobby européen, qui est le plus grand lobby européen du vent, de l'éolien, de l'éolien. Et effectivement, au-delà d'avoir des positions sur le nucléaire qui étaient assumées à l'époque, puisqu'on était dans un processus de sortie du nucléaire, quand il a fallu changer de stratégie, donc lors de la crise énergétique, qu'on a prolongé ces 2 réacteurs, elle a traîné des pieds pendant très très longtemps. Et on sait qu'elle avait une bonne communication, des bons liens avec Engie, tout à fait respectable, mais le courant passait bien. Qu'à de le dire aussi. Qu'à de le dire aussi.
Et évidemment, maintenant, quand on voit ça, c'est une info qui a fait tout le tour de la presse européenne, qu'une ancienne ministre de l'énergie anti-nucléaire se retrouve dans un lobby éolien. Voilà, ça pose quand même question pour le clin d'œil. Et alors, une petite incise. Donc, lors du manager de l'année, on a reçu le Premier ministre et on refaisait un feedback parce que 13 Tendances, voilà, à 50 ans, comme ça, vous le savez. Et on lui demandait, quelle a été finalement là où l'une des plus grandes erreurs stratégiques des 50 dernières années, lui, sans discussion, il a dit le nucléaire. Voilà. Et ça nous mène bien où on est aujourd'hui. On est mal parce qu'évidemment, au plus on attend là-dessus, au plus la facture risque quand même de s'amplifier, parce que le renouvelable, oui, tout à fait, mais il coûte quand même cher, en tout cas dans les premières décennies qui arrivent. Il faudra quand même compter sur le nucléaire, surtout comme tu le disais avec les risques mondiaux. On a besoin d'une autonomie énergétique, je pense que tout le monde en est bien conscient maintenant en Europe. Et voilà, sacré dossier en tout cas. Oui, et c'est vrai que Engie a beau jeu de se cacher, entre guillemets, derrière les décisions politiques en Belgique. C'est vrai que pendant plus de 20 ans, en Belgique, on a dit le nucléaire, c'est fini. Donc, quelque part, une entreprise, elle adapte sa stratégie aussi aux signaux qui sont envoyés. Donc, ça, on peut le comprendre. Dernière chose peut-être, parce que c'est vrai que dans tout ce débat, il y a quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier, c'est qu'aujourd'hui, ça se joue aussi au niveau européen. Et que là aussi, l'Europe, alors je sais qu'il y a des volontés de sortir des économies, des énergies fossiles, du gaz russe, enfin tout ça, il y a des plans, il y a des discussions, etc. Mais la vision, elle doit se situer là. Et à 2 niveaux, à mon avis. La première, c'est que les sources d'énergie, il y a du soleil en Espagne et au Portugal, il y a beaucoup de vent dans les pays scandinaves, il y a... Ça, on en a parlé, la mer du Nord qui peut être une sacrée centrale électrique. Donc tout ça, comment on fait pour à la fois gérer ça, prévoir les interconnexions nécessaires, etc. Donc en faire de l'Europe un vrai acteur énergétique. Et derrière se pose évidemment la question du marché unique de l'énergie, c'est-à-dire aussi comment on gère tout ça, y compris au niveau des prix. C'est vrai que pour le moment, au niveau économique, il y en a beaucoup qui critiquent la façon dont ça se fait, notamment aussi la composition des prix. On sait qu'en Europe, c'est la centrale la plus chère qui détermine le prix. Ça joue aussi dans la discussion. Donc, à tout le moins, tu le dis, c'est un dossier à la fois compliqué et stratégique. C'est qu'il faut absolument qu'on trouve une feuille de route claire. Je pense que c'est ça la leçon et qu'en 2026, c'est ça qu'on attendra prioritairement. Et décider au plus vite. Mais merci Olivier en tout cas. Merci Baptiste.